Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais faire une petite intro rapidement et ensuite la première conférence va commencer. Je me présente, je suis Maxime, moi je suis vice-président produit à Politico, qui est un média politique et de suivi législatif en Europe. Marine, si tu veux te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Dou, donc je suis la cofondatrice de Mediane. Mediane, c'est à la fois un centre de ressources pour les médias engagés notamment, et également une agence de design, marketing et tech. Et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et bonjour à tous, moi je suis Benoît Zante, je suis journaliste spécialisé sur les sujets de médias, de marketing, d'innovation et de transformation digitale. Et je donne aussi un cours à Sciences Po sur les nouveaux modèles des médias. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé sur cette table ronde. Super. Du coup, avec Benoît, Marine et moi, ça fait 2-3 ans qu'on propose des conférences un peu isolées sur les médias au Web Today, qui sont parfois le jeudi, parfois le mercredi ou le vendredi. On a décidé cette année de ramener tout ça au maximum pour ceux que ça intéresse. Et donc, si vous avez repéré que celle de ce matin, on veut juste prendre une minute pour vous en dire un peu plus sur tout le programme. Il y a donc une première conférence ce matin qui est animée par Marine. Si tu veux en parler rapidement, celle qui arrive juste là. On va parler d'innovation dans l'information au-delà de l'article avec 3 médias qui innovent différemment. Médias Vivants, Alternative Économique et Cometa. Mais on va vous en dire plus juste après. Ensuite, il y aura une interview en visio avec 2 journalistes ukrainiens qui ont monté un média en février de l'année dernière et qui nous feront le privilège de pouvoir être disponibles ce matin pour faire un peu un retour d'expérience 1 an plus tard de où ils en sont dans leur podcast. Ensuite, on a une deuxième conférence. Benoît sera à 11h10, on va parler d'argent et de modèle économique des médias. Alors toi, ce sera au-delà de l'article, nous, ce sera au-delà de la publicité. Quels sont les nouveaux modèles de financement pour les médias, avec des retours d'expérience du Monde, de Pool, de Politico. Alors c'est pas Max, mais c'est un de tes collègues qui intervient, Freddy. Et le dernier intervenant, Kessel, sur les newsletters. Et ensuite, il y a une masterclass. Et après, moi, je reste sur scène avec Quentin Franck et on va vous parler d'IA et de l'avenir des contenus à l'ère des IA génératives pour une petite masterclass de 20 minutes où on va essayer de vous partager pas mal d'infos et pas mal de visions sur le futur des contenus. Ça, ce sera pour ce matin en Hall 6. Et ensuite, on a une dernière conférence dans la salle Maxi de Stéréolux qui sera à 14h. C'est la première conférence de l'après-midi qui sera, elle, sur les médias, l'engagement dans les médias engagés. Est-ce que tu veux parler un peu de qui sera là ? Oui, alors on va se retrouver cet après-midi avec Maxime et notamment les fondatrices et fondateurs de La Déferlante, qui est un média féministe engagé, Street Press, qui sera représenté par Mathieu Mollard, Antoine Patinet, qui est Chief Digital Officer d'IO Media, qui détient notamment Tétu, et c'est tout. Et donc Climax, j'oublie Dan, le fondateur de Climax, donc on parlera également d'écologie, et vous pouvez retrouver Dan également dans la journée. Voilà, on espère que ça vous plaira, que vous viendrez au maximum de conférences médias. Et puis on vous laisse avec Marine et les premiers participants. Merci à vous. Si vous voulez prendre vos verres d'eau, quelque chose. Si tu veux, on va prendre le verre.
Et on va commencer à l'heure et même avec une toute petite minute d'avance, histoire de tenir la journée. Bon, déjà, je vous dis à nouveau merci d'être là pour cette première conférence. Donc pour vous en dire un petit peu plus, l'idée ce matin, c'est de parler d'innovation. Je pense que pour celles et ceux qui sont déjà là depuis quelques heures ou qui sont déjà arrivés hier, c'est un sujet qui est un peu souvent au cœur des conférences, notamment du Web Today. L'idée aujourd'hui, c'est pas seulement de s'intéresser à la façon dont justement on fait l'information, mais face à la transformation des usages, notamment via les plateformes, donc en ligne, mais également hors ligne, donc en papier, ou c'est ce qu'on va voir sur scène. De plus en plus de médias en fait innovent. L'idée, notamment aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà de l'article. Souvent, on a en tête des usages justement de formats d'articles, de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, de choses qu'on peut faire également en vidéo. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin avec 3 cas pratiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, autour de la table, on a 3 médias indépendants, 3 médias engagés. Et vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment ces médias changent aussi les usages, mais également sont à 3 stades de développement. Donc aujourd'hui, autour de la table, vous avez 3 médias qui sont aussi lancés, qui se développent aussi à des moments très différents. Donc à ma droite, vous avez Marie-Laure Gardaz qui est en charge chez Alternative Économique de l'ensemble des sujets de communication et de marketing, qui va vous parler de TikTok. Juste à côté de Marie-Laure, vous avez Grégory Rosière, qui est un des cofondateurs de Cometa. Donc Cometa, qui est un nouveau média qui tourne son regard vers l'Est. Mais je vous laisserai dire un petit mot à chacun au fur et à mesure. Et vous avez également Alix de Crécy, qui est la cofondatrice de Média Vivant. Média Vivant qui est également récent, mais qui a quand même quelques mois et qui est en pleine campagne de financement actuellement sur Ulule et qui est un média qui enquête sur scène. Donc l'idée, c'est qu'on va vraiment passer ensemble les 50 prochaines minutes à creuser cas par cas. On va se garder 5 minutes aussi de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas surtout à garder ces questions pour les 5 minutes, mais également les speakers seront là à l'issue de la conférence si vous avez envie de continuer la conversation. Et aussi vous dire un petit mot sur pourquoi nous on s'intéresse à ce sujet. Nous, Médiane, c'est une structure qui s'est lancée il y a près de 3 ans maintenant, avec l'envie en fait de donner les clés, les méthodes et les ressources à celles et ceux qui justement inventent les médias d'aujourd'hui, mais également de demain. On a accompagné plus d'une 60aine de projets, donc ça va de médias comme Média Vivant ou Cometa, ou des médias plus installés comme aujourd'hui Politico. Et l'idée, c'est vraiment de partager des façons de faire, et notamment pour nous, l'innovation, c'est pas forcément que de l'intelligence artificielle. Être innovant, c'est juste engager et fidéliser ses audiences différemment. Et c'est en fait replacer ces publics au cœur d'une information qui soit claire, qui soit fiable, qui soit utile, et surtout qui puisse se financer pour rendre le média indépendant, à la fois d'un point de vue éditorial, mais également d'un point de vue économique. Maintenant que ceci est dit, je vais passer par le premier sujet, et si ça veut bien marcher, voilà, je vous ai dit un mot sur Médiane, donc si vous voulez aller voir, c'est mediane.org pour plus d'informations sur ce sujet. Et on va commencer par Média Vivant. Donc Alix, si tu veux commencer, l'idée c'est que tu nous dises aussi un petit mot sur toi, sur Média Vivant, et surtout de la façon dont en fait vous allez comment vous innovez aujourd'hui. Donc ça pourrait faire un peu une question de vous avez 4 heures, mais comment aujourd'hui chez Média Vivant vous engagez et vous fidélisez différemment vos audiences. Bonjour à toutes et tous. L'idée du point de départ, c'est Jean-Baptiste Moutet qui a eu l'idée originale de Média Vivant. On s'est rencontrés à Marseille et JB m'a dit moi j'ai un problème, c'est que déjà on sortait d'une présidentielle assez atypique, on va dire. Et le problème, c'est comment les gens s'informent, et c'est surtout comment toucher ceux qui ne s'informent pas et comprendre pourquoi ils ne s'informent pas. Et il me disait que son entourage, certaines personnes disaient se sentir illégitimes à lire Le Monde. Voilà, comme si l'information était devenue assez élitiste et assez fermée à toutes et tous. Et donc il me disait, moi j'ai besoin de trouver un format qui fait qu'on aille à la rencontre des gens pour les informer différemment. Et donc pour finalement, et c'est un peu notre angle de tir, d'amener l'info là où elle ne va pas. Et donc
d'enquêter sur scène face aux gens, parce que l'une des raisons pour lesquelles les personnes ne s'informent peu ou plus, c'est le manque de confiance envers les journalistes. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi ils ne nous font plus confiance. Voilà, Jean-Baptiste Moutet était journaliste indépendant, notamment pour Mediapart. Moi, j'étais passée par Mediapart, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, on a choisi la scène pour recréer du lien. Et vraiment, c'est pas du théâtre. Les journalistes ne sont pas acteurs ou actrices et on n'a pas vocation à l'être. Notre but à nous, c'est vraiment de présenter une enquête sur scène et de dire comment on a fait cette enquête. Et donc l'angle qu'on a choisi, c'est qu'on invite les sources de l'information à monter sur scène et en gros on fait le contradictoire face au public. Donc le contradictoire, on pose les questions pour montrer que comment on construit une information et comment une info est vérifiée. Voilà, c'était ça l'objectif de départ. Et peut-être là-dessus, justement, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, est-ce que c'est déjà des choses qui existent ailleurs? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà retrouvées, notamment de faire en fait de l'information autour d'un verre, quoi? Ouais. En fait, tout le monde, beaucoup de personnes connaissent le Live Magazine. Et moi, la première question que j'ai posée à Jean-Baptiste Moutet, c'est en quoi on se différencie, en fait. Et en fait, ce qui m'a répondu tout de suite, c'est que le Live Magazine, l'angle est différent. Les journalistes racontent leur reportage, c'est plus les coulisses. Là où nous, on construit l'enquête face au public et on présente l'enquête. C'est-à-dire qu'on donne une information, on informe et on débat juste après. Donc l'angle est différent et le Live Magazine, c'est super et c'est très important que ça existe. Mais notre angle est différent dans le sens où on voulait aussi sortir un peu de... On s'est rencontrés dans des rédactions parisiennes. On voulait sortir de ce microcosme parisien parce que il ne faut pas non plus délaisser les populations populaires extérieures aux grandes villes en France. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller se déplacer dans les quartiers populaires et vraiment aller chercher les personnes qui n'ont pas accès à l'information. Pareil, Mediapart, on en vient, on est très heureux que ça existe, c'est notre média partenaire, on reste proche d'eux, mais c'est un abonnement payant. Donc nous aussi, notre problématique, c'est comment rendre l'information indépendante accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que nos enquêtes sur scène sont à prix libre, on peut donner 1 € ou plus, et c'est pour ça que toutes nos enquêtes sont diffusées en accès libre sur notre site et en podcast, parce qu'on veut que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Et donc là, j'ai mis quelques affiches des derniers médias vivants. Médias vivants, c'est lancé en novembre 2022. Aujourd'hui, il y a combien vous avez fait d'enquêtes? En gros, vous avez une newsletter. On a une newsletter qui part tous les 15 jours pour présenter nos enquêtes et les prochains rendez-vous dans le réel et dire celles qui sont déjà accessibles sur le site, avec aussi des portraits exclusifs qui sont vraiment qui sont écrits par notre rédaction et qui sont diffusés uniquement via cette newsletter. Aujourd'hui, on a fait 10 enquêtes et vraiment notre angle, et vous le verrez sur le site, c'est qu'il n'y a pas de rubrique. Il n'y a pas de thème de prédilection. Nous, ce qui nous importe, c'est une enquête qui sont racontées par celles et ceux qui la vivent et qui peut toucher tout le monde, qui sont d'intérêt public. Donc la première enquête sur scène qu'on a réalisée, c'était une enquête inter, pour le coup c'était sur la guerre en Ukraine. On a eu des réfugiés ukrainiennes et ukrainiens qui sont venus raconter comment ils ont vécu les bombardements, comment ils ont fui la ville, comment ils sont arrivés jusqu'en France ou ailleurs en Europe. Mais plus récemment, on a pu faire une enquête sur l'Olympique de Marseille et une équipe qu'on appelle les Minots, et l'impact du football sur l'économie et la politique, parce que tout est politique, ou une enquête sur la Poste et donc le service public, sur les salles de shoot ou encore le trafic de drogue à Marseille, qui est quand même un sujet assez fort. Voilà, donc suivant chaque enquête, on a également fait une enquête sur le climat, l'écologie, donc l'impact de la pollution dans le golfe de Fos, où il y a eu de nombreux procès cette année, et donc les habitantes et habitants sont venus témoigner de l'impact sur leur santé. Voilà, il n'y a pas de thème choisi, défini en amont, c'est vraiment l'enquête qui prime, les témoignages sur scène, et à chaque enquête, il y a un public différent, de fait,
puisque suivant le thème de l'enquête, sur Mariupol, on va avoir beaucoup de chercheuses et chercheurs ou historiens, historiennes. Là où trafic de drogue, on a eu beaucoup les quartiers populaires qui sont descendus jusque dans le centre de Marseille nous voir, beaucoup d'associations. Voilà, suivant le thème, c'est vraiment très mixte et c'est ce qu'on veut. Merci Alix, on va revenir sur Média Vivant, sur la façon aussi de vous mettez en œuvre ça au quotidien. On va passer à ma droite. Donc là, un média peut-être que vous connaissez, parce qu'il existe depuis 40 ans maintenant. Pour peut-être les plus jeunes, vous l'avez eu en SES, comme moi, où Alter Echo était un petit peu la base. Alter Echo, aujourd'hui, est représenté par Marie-Laure Gardaz, qui est à l'initiative de l'arrivée du média sur TikTok, donc en janvier 2022. Aujourd'hui, Alter Echo rassemble près de 100 000 abonnés. Mais tu vas nous en dire plus, Marie-Laure. Eh bien, je te remercie pour cette introduction, Marine. Je vois quelques sourires dans la salle, donc j'imagine quelques profs d'SES qui ont dû prescrire Alter Echo à certains d'entre vous. Donc effectivement, c'est un média qui a un gros héritage et qui, comme vous le savez, décrypte l'actualité, mais aussi fait principalement de la vulgarisation économique. Et je vais vous parler spécifiquement de TikTok aujourd'hui parce que en fait, c'est ce qui a motivé notre lancement sur TikTok, donc cet héritage lycéen. Il ne faut pas croire que c'est encore le cas. En fait, avec le changement des filières, et c'est normal, moins de ventes en kiosque et aussi notre virage numérique, ce terrain qu'on avait de jeu dans les lycées décroît. On a une grosse base d'abonnés, mais ce n'est plus notre vivier principal. Et donc, quand j'ai repéré ce qui se passait sur la plateforme TikTok, j'ai juste une petite question, petit sondage dans la salle. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais voilà. Qui a l'application TikTok sur son téléphone ici? Levez la main. Ça compte si vous l'avez installé une seule fois, mais que vous avez arrêté de l'ouvrir parce que ça vous a... D'accord. Très bien. Donc, il y a un phénomène TikTok. Ici, certains l'utilisent, peut-être pas, à des visées professionnelles, personnelles, pour aller voir des recettes de cuisine, peu importe. Mais donc, on se lance en 2022, mais en 2021, je commence à voir qu'il se passe quelque chose, et même avant, en fait, TikTok explose avec le confinement. Et donc, les chiffres sont très clairs. En fait... Voilà, ça c'est notre compte TikTok. Les chiffres sont très clairs. Pourquoi c'est un phénomène et est-ce qu'on se décide à y aller ou pas? C'est là où sont les gens. C'est très bien de faire venir les gens sur son site ou en kiosque ou qu'ils s'abonnent, mais aller là où ils sont, et notamment les jeunes, c'est encore mieux. Donc TikTok, en fait, en même pas 5 ans, a touché ce seuil symbolique du milliard d'utilisateurs mensuels actifs, ce qui a pris 7 à 9 ans pour d'autres réseaux que vous connaissez aussi très bien, comme Twitter, Instagram, Facebook. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'il y a un marché français. Donc moi, je suis au marketing, je ne suis pas journaliste. Et je vois qu'il y a un marché français, qu'il y a 6 millions de Français qui l'utilisent et que les 3/4 sont âgés de moins de 24 ans. Donc là, ça me met à moi-même un énorme coup de vieux quand je vois ça. Et je me dis, mais en fait, il se passe quelque chose sur cette plateforme. Mais est-ce qu'on s'y informe? Parce que évidemment, on entend tous les clichés possibles, il n'y a que des danses, c'est que des blagues, etc. Mais en réalité, des médias, ils sont déjà. Et donc, peu nombreux, mais j'ai la chance d'avoir des confrères qui m'ont ouvert leurs portes pour me raconter les coulisses, donc Arte, Le Parisien, Le Monde, qui étaient déjà. Mais quand on est un média indépendant, parce que je ne travaille pas pour TikTok, je fais la pub de TikTok aujourd'hui, mais je travaille pour Alter Echo. Quand on est un média indépendant, on ne peut pas se permettre, en fait, comme un gros, de lancer plein de projets en même temps. Il faut faire des choix. Donc, on aurait pu aller sur Twitch, on aurait pu faire autre chose, faire des podcasts. Et donc, en fait, nous, quand on se lance sur TikTok, c'est vraiment la guérilla communicationnelle, en fait, pour nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. On se dit, bon, si ça flop, on peut expérimenter un peu, mais on s'arrête. Et donc pour se lancer, en fait, c'est très simple. On se dit, on a cette ambition-là, on va prendre un journaliste à plein temps. Et les 3 raisons, en fait, principales qui nous ont motivés, c'est que prime aux premières arrivées, donc c'est un milieu très concurrentiel, les médias, et on voit qu'on est le premier média indépendant gros qui se lance dessus. Pour une fois, on pouvait aller se frotter au monde et faire des meilleurs scores qu'eux sur certaines vidéos, donc on n'allait pas s'en priver. La deuxième chose, c'est que ça ne cannibalisait pas nos contenus actuels. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, mais en gros, notre journaliste TikTok produit des contenus qui sont exclusifs à la plateforme. Il pioche évidemment dans la data, parce que Alter Echo est un vrai CDI, un vrai ressource de documentation à ce niveau-là. Mais par contre, il ne décide pas par rapport à ce qui est dans le mensuel ou par rapport à ce qui est sur le site. Donc ça lui laisse une grande indépendance. Et la troisième chose, c'est la présence des jeunes, très clairement. Et en fait, aussi un devoir journalistique dans une certaine mesure, parce que comme toutes les plateformes,
qui connaît une explosion telle d'utilisateurs, et ben, la désinformation règne. Et donc, avec le Covid et l'Ukraine, ce sont des vidéos sur lesquelles on a fait nos plus gros scores, en fait, en plus des retraites, parce qu'il y avait vraiment un besoin de journalistes, pas que de médias historiques plus légitimes. Hein. C'est pas la question, mais voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui, du coup, en fait, pour eux, leur boussole, c'est le nombre de vues et la popularité d'une vidéo, et ça n'en fait pas un propos vrai, quoi. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous allez sur TikTok, vous vous dites, on est plus dans une logique d'aller acquérir une nouvelle audience, donc des gens qui connaissent pas forcément Alter Echo. On est moins dans cette logique de, en fait, ces personnes-là connaissent déjà Alter Echo et ils vont également vous trouver sur TikTok. On est vraiment plus dans une idée de, il faut qu'on trouve une nouvelle façon d'aller chercher cette audience. Tout à fait. C'est pour ça que tout le temps du lancement, c'était vraiment le débarquement, l'allégorie du débarquement. C'est le D-Day, on arrive. Aussi parce que j'avais eu la chance de voir, l'anecdote, c'est que quand Le Monde s'est lancé sur la plateforme, ils étaient certifiés, donc la petite encoche voilà, que vous connaissez tous, qui fait qu'un compte est vérifié. Et il y avait des gens dans les commentaires qui disaient mais pourquoi il est certifié ce compte? Ils ont que 2 abonnés. Il y avait des jeunes qui ne savaient pas qui était Le Monde sur TikTok. Donc du coup, ça apprend l'humilité aussi, ce genre de plateforme. Donc on s'est confronté 10 fois plus à cette question-là que Le Monde. Évidemment, on est arrivé, on était certifié, mais on n'était personne en fait. Alternative économique, Rudy. Je trouve que notre journaliste avait un compte TikTok à part où il faisait des sujets historiques, son compte perso, mais on s'est vraiment lancé, il n'y avait rien, quoi. Et donc oui, clairement, conquête d'une nouvelle audience. Moi, je suis dans un service marketing qui veille en permanence sur les autres produits, donc l'appli, le site. On a un média fermé avec abonnement, on y tient. Et donc là, pour nous, en fait, c'était aussi un saut dans l'inconnu, parce que là, on accepte que c'est une pure campagne de notoriété. On sait très bien que c'est très violent pour quelqu'un d'être sur TikTok et ensuite d'aller dans notre lien en bio et d'ouvrir notre site, ça n'a rien à voir. Donc on accepte qu'on est en train de se constituer en fait un socle potentiel. On se laisse 2 ans pour regarder les statistiques. Là, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Potentiellement d'étudiants, d'abonnements étudiants. Voilà, c'est la statistique qu'on va regarder. On a d'autres indicateurs qu'on regarde pour notre succès sur la plateforme même, mais pour le reste, on traque absolument tout à Alter Echo, voilà, du début du parcours d'abonnement, qui c'est qui vient via nos newsletters, etc. Mais là-dessus, on sait pas. Là vraiment, c'est effectivement aller auprès des jeunes. Et les jeunes, c'est large. Hein. Je vous ai dit que les 3/4 sur la plateforme donc, étaient âgés de moins de 24 ans en France. Mais nous, spécifiquement, on a 8 personnes sur 10 qui regardent nos vidéos contre 18 et 34. Donc vous voyez quand même jeunes, mais pas non plus que si jeunes que ça non plus qui regardent nos vidéos. Restent jeunes, mais voilà. Et en fait, TikTok est friand de ça parce qu'eux, ils sont en quête de légitimité. Ils cherchent des médias parce qu'ils veulent vieillir leur audience. Donc en fait, c'était un peu gagnant-gagnant de ce point de vue-là. Bon, il y a d'autres problèmes sur la plateforme, évidemment. Donc ouais, c'est ça. C'est vraiment à la conquête d'une audience où on le sait, il faut faire preuve d'humilité, ne viendra pas pour plein d'autres raisons, et je rejoins aussi les propos d'Alix, d'autocensure, de tout de suite arriver sur ce site Alter Echo, économie, voilà, c'est obscur. Et donc du coup, accepter qu'il faut aller là où ils sont, et c'est pas un sous-média en fait, c'est pas une sous-plateforme, les jeunes sont là, il se passe quelque chose, donc on peut pas faire abstraction. On peut choisir de ne pas y aller, mais on peut pas faire abstraction que ça existe. Voilà. Merci Marie-Laure. J'ai peut-être une dernière petite question. Justement, alors là, il y a une petite affichage étrange. Mais sur TikTok, en fait, vous parlez à la fois donc vous parlez de tous les sujets. Alter Echo, oui. Mais en fait, c'est-à-dire que demain, moi je sais que j'avais pas mal regardé les vidéos des retraites. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus avant de donner la parole à Grégory sur en fait, de quoi vous parlez et peut-être juste c'est quoi les sujets qu'on trouve sur TikTok? Tout à fait. Donc du coup, oui, les sujets, en fait, c'est très large. Rudy, il met sa patte, parce qu'en fait, il y a 2 visions. Je ne vais pas vous faire un cours non plus complètement sur comment on se lance en tant que média sur TikTok, mais pour vous dire, il y a 2 écoles. Si jamais vous avez vu quelques médias sur TikTok, parce que là, je vois que certains ont l'application, mais je ne sais pas ce que vous regardez sur votre temps libre sur TikTok. Je vous laisse ça pour vous. Il y a 2 approches. Il y a l'approche, on va éviter les anglicismes, mais bon. Il y a l'approche creator, enfin l'approche créateur en fait, qui est l'approche incarnée en français. Voilà, bon, c'est un peu barbare comme terme, mais c'est comme ça. C'est l'approche qu'on a choisie. C'est-à-dire que le créateur met sa patte. Et donc du coup, Rudy, en termes d'organisation, écrit son script, monte sa vidéo et il fait tout. De A à Z, il est seul, il fait tout, absolument tout. Évidemment, il est appuyé avec la rédaction, moi, mais en soi, il incarne vraiment le contenu de A à Z. On lui laisse les clés de la chaîne. Voilà, on aurait pu l'appeler Rudy Pupin pour Alter Echo. Très sincèrement, on l'a appelé Alter Echo parce que bon, il fallait déposer la marque, mais on aurait pu l'appeler comme ça. Et ensuite, il y a une autre approche qui est celle de The Economist notamment, qui est intéressante aussi, et d'autres médias, pas que Brut à des moments, qui elle est plus désincarnée. C'est une brand approach, donc vraiment une approche marque, où là on décide qu'on fait des vidéos, mais en fait TikTok est un écran supplémentaire, juste, c'est un support supplémentaire, et on joue pas le jeu
de ce que font les créateurs en fait, individuels sur la plateforme. Nous, c'est pas ce qu'on a décidé de faire. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des bons scores en faisant ça. Hein. C'est un contenu plus froid, plus désincarné, où là, vraiment, on vient... voilà, on est le média, on vient apporter le savoir, un montage très léché, on n'essaye pas du tout de se fondre dans ce qui se fait déjà de natif dans la plateforme. Et moi, c'est pas ce qui m'intéressait, en fait. Moi, je voulais me rapprocher au plus près de ce que faisaient déjà les gens, donc c'est-à-dire se filmer face cam dans leur chambre et expliquer je comprends pas ce qui se passe sur les retraites. Et donc, pour revenir sur ta question, Marine, sur les sujets, effectivement, on a eu 3 grosses séquences. Donc on s'est lancé en 2022, donc autant vous dire qu'il y a une présidentielle atypique, effectivement, qui est au milieu de tout ça. Je voulais qu'on se lance vite. D'ailleurs, pour ça, frapper fort parce qu'il y avait les présidentielles. Donc, en fait, on était dedans. Donc, ça, c'est ce qui a très bien marché. Du debunk. Donc, voilà, ce que j'appelle... c'est pas tout à fait du check news non plus, mais en gros, il se dit ça sur la réforme du chômage, ou il se dit ça dans le programme d'un tel ou tel candidat de tout bord politique. Et nous, on vient dire, en fait, factuellement, ça, les stats. Enfin, voilà. Alter Echo est très connu pour ses analyses voilà, graphiques, etc. Ensuite, deuxième séquence, l'Ukraine. Évidemment, la guerre, c'était assez incroyable ce qui s'est passé sur la plateforme. Assez effrayant aussi en termes de désinformation. Mais assez incroyable dans le sens où les gens voulaient s'informer, voulaient savoir ce qui se passait, pourquoi le cours du blé, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la guerre va continuer. Il y avait des Ukrainiens qui faisaient des lives sur la plateforme. Enfin bref, c'était... Et donc du coup, nous, pareil, on est venus pour rappeler des ordres de grandeur, dire voilà ce qui se passe économiquement principalement, mais aussi en géopo, l'armée, quels sont leurs moyens, etc. Et le troisième sujet, les retraites. Là, très franco-français, mais quand même, il faut le faire. Qui a très bien marché parce que, pareil, en fait, expliquer à un jeune de 15 ans, en fait, pourquoi il va travailler plus tard, c'est tout simple, mais il faut lui dire. Les annuités, tout ça, en fait, moi, Alter Echo, ça me paraît, voilà, je baigne dedans. Mais et du coup, voilà, énormément de commentaires très positifs de ce point de vue-là, qui voulaient en savoir plus. Donc voilà nos 3 gros sujets. C'est passionnant. Merci Marie-Laure. On va aller maintenant vers l'Est de l'Europe avec un média qui a quelques jours, 2 semaines, enfin vous êtes pré-lancé, donc il y a vraiment, très récent. Cometa, c'est un média web et papier, donc qui se pré-lance même ce printemps pour raconter un monde en plein bouleversement. Et aujourd'hui, on reçoit Grégory pour parler d'innovation aussi en papier. Très souvent, on imagine l'innovation en web avec plein de choses qui se passent en ligne. Bon, il y a aussi ça, il y aura aussi ça sur Cometa, mais l'idée d'avoir Cometa, c'est aussi de voir ce qui peut se passer dans l'alliance entre web et papier. Mais Grégory va nous en parler aussi. Comment vous innovez aujourd'hui et surtout dans un processus où rien n'est encore tout à fait fixé, j'imagine. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, on vient d'annoncer le 11 mai le lancement de Cometa, qui n'existe pas encore, si ce n'est via une newsletter et un petit site de présentation, cometarevue.com, si vous voulez vous inscrire. Pour l'instant, il y a une newsletter hebdomadaire qui informe un peu sur ce qu'on fait et ce qu'on envisage de faire, ce qu'on ambitionne de faire, c'est à partir de la rentrée, septembre-octobre, lancer une revue trimestrielle de journalisme littéraire qui prend le temps d'essayer de comprendre les bouleversements du monde. En fait, l'idée, elle naît après la guerre en Ukraine. On se dit vraiment que cette guerre, en plus d'être atroce, c'est un point assez marquant. Elle montre l'impérialisme russe et elle montre aussi qu'on a un peu oublié cette région, cette zone du monde, en fait. Et on décide de mettre l'Est au centre de la carte. Et pour ça, on n'est pas les fondateurs des gens ultra spécialisés de cette zone. Par contre, on s'y intéresse, on est des journalistes, on a tous différentes expériences, des journalistes, des photographes, des gens qui ont lancé des médias, et on se demande comment faire. Et du coup, on se dit qu'il faut essayer de prendre de la hauteur. Par exemple, depuis le début de la guerre en Ukraine, je pense que vous êtes tous informés, vous avez sûrement ouvert le live du Monde à un moment, c'est des choses qui continuent de marcher, on s'informe en temps réel, mais on oublie un peu de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et pour ça, en fait, le papier est un très bon support, et notamment la revue, en fait, le MOOC, parce que on est sur quelque chose qui reste. Donc, on est sur ce slow journalisme qui permet de prendre le temps d'essayer de comprendre le monde avec des gens qu'ils connaissent, avec des auteurs, des écrivains, des chercheurs, des penseurs qui vont aller sur place ou justement qui sont sur place, avoir des regards et des visions qui sont différentes pour décentrer le regard. Parce que pour comprendre le monde et les bouleversements, il faut comprendre cette zone, donc il faut la découvrir, aller sur place, il faut écouter les gens là-bas, il faut comprendre cette culture, il faut comprendre qu'on n'a rien vu venir en fait, que mine de rien, l'Occident a pendant longtemps ignoré ou choisi d'ignorer ce qui était en train de se passer et qu'en février 2022, on s'est tous un peu réveillés. Et du coup, c'est un peu ça l'ambition de Cometa.
Et après, je pourrais aller plus loin, mais pour l'instant, justement, rien n'existe et on est en train de l'inventer. Donc on a une ligne, on a déjà des choses qui sont en train d'être faites. La revue est en train d'être bouclée, évidemment, parce que on prend ça en amont, ça fait des mois qu'on y travaille. Mais on veut aussi se donner la possibilité d'évoluer, de s'adapter. Comment on fait comprendre ce monde? Comment on vous donne envie d'y aller, de découvrir ça? Et pour ça, on va faire des tests, en fait. Et cette newsletter, elle permet d'expliquer, de créer en fait un lien, d'expliquer les coulisses. Donc là, par exemple, voilà, ça c'est la page d'accueil. Pour l'instant, il y a juste un petit texte et il y a surtout un petit formulaire pour s'inscrire. Et toutes les semaines, on essaye d'expliquer aux centaines de personnes déjà qui nous suivent qu'est-ce qu'il va y avoir dans la revue et surtout pourquoi on l'a imaginé et quelles questions on se pose. Par exemple, on s'est demandé ça voulait dire quoi mettre l'Est au centre de la carte. Concrètement, en fait, c'est quoi la zone qu'on couvre? En fait, on ne peut pas la délimiter de manière extrêmement simple parce que quand on parle de la guerre en Ukraine, quand on parle de l'impérialisme russe, c'est un peu difficile de ne pas parler d'Iran, de ne pas parler de la Chine, de ne pas parler du Sud global. Donc, en réalité, on se rend compte que cette zone, elle est mouvante. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener le lecteur petit à petit à comprendre où on veut aller et à bouger avec lui. Et en parallèle, il y a aussi l'idée, pareil, dans le côté... comment on se différencie, comment on crée l'envie d'acheter une revue. C'est quelque chose qu'on garde, qu'on va avoir dans la bibliothèque comme un livre. Et on a eu l'idée, par exemple, de faire une sorte de saisonnalité. Donc là, il y aura une première saison de 8 numéros, donc sur 2 ans, avec à chaque fois une thématique qui va permettre de mettre en avant un point particulier, une sorte de focus. Ça ne sera pas vraiment un dossier, donc pareil, ça, c'est pas encore totalement... explicité, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va essayer de saisonnaliser comme ça pour donner envie d'avoir un côté collection en fait sur la revue. Et donc aujourd'hui, en fait, j'allais dire, c'était à la fois un point de départ éditorial, de se dire en fait, on n'a pas vu venir ce qui se passait, on savait qu'il y avait entre guillemets pas mal de sujets, mais ce qui s'est passé, on s'est quand même, je pense, tous demandé, mais zut, qu'est-ce qu'on n'a pas vu arriver? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a aussi une réflexion face à une certaine fatigue de l'info, une certaine lassitude? On voit, alors que ce soit sur la guerre en Ukraine, mais on a déjà eu ça sur pas mal de conflits, où à un moment, en fait, on sature nous-mêmes de l'information et de se dire, mais en fait, il y a un moment, je coupe. Est-ce que la liée avec Cometa, c'est aussi d'approcher, en fait, finalement, ce hard news, entre guillemets, via justement une porte un petit peu plus lente, et aussi via d'autres sujets qui ne sont pas juste de tiens, je vais avoir le nombre de bombardements ou ce qui s'est passé d'un point de vue économique. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion d'un point de vue éditorial sur l'approche plus éditoriale aussi des thématiques que vous allez aborder? Alors, à la fois sur on s'est beaucoup posé la question, on se la pose toujours du rapport à l'actualité. Quand on est une revue trimestrielle, bon, c'est compliqué de jouer sur l'actu parce que vu qu'on boucle pas mal de temps avant, les choses peuvent changer. Par contre, il y a la question, il y aura le traitement sur le web. En fait, on se disait, surtout vu la matière dont on va parler, ça aurait été dommage de ne pas avoir un traitement web et de ne pas s'adapter un peu à l'ère du temps. Et surtout que ça n'existe, je crois, pas trop pour les revues d'avoir vraiment un site web qui produit aussi du contenu. Donc l'idée, c'est que le site va mettre en ligne sous un paywall le contenu de la revue, parce que c'est un contenu qui prend du temps, qui est premium avec des auteurs. Et on va essayer en parallèle aussi de produire des contenus sur le web qui vont être plus, non pas sur l'actu, parce que ça, on va pas se battre avec Le Monde, en fait, on va pas se battre avec Le Figaro, on n'en a pas les moyens, et surtout, justement, ça existe déjà. Nous, ce qu'on voulait, c'est informer différemment, mais se demander comment on arrive à créer le décalage, à créer l'élément différenciant, mais dans l'air du temps. L'idée, c'est qu'il faut un peu s'inscrire dans la conversation. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des tendances. Ces tendances, elles peuvent être de divertissement, mais elles sont aussi d'actu. Et les gens, ils vont avoir des choses en tête. Et la question, c'est comment on arrive à s'intercaler dans la conversation et à amener en fait un décalage, à amener une sorte de sérendipité, à donner envie au lecteur de s'informer sur quelque chose auquel il n'avait pas vraiment pensé. Et le mieux pour ça, c'est de parler de ce qu'il est en train de parler, de lui dire au fait, sur ce point-là, on est en train de parler de Kharkiv, est-ce que, de donner par exemple une tribune d'historien qui va avoir un point de vue totalement différent, d'aller toujours vers un pas de côté totalement décalé. Et alors aujourd'hui, la newsletter, en fait, c'est si on s'intéresse justement alors plus au développement aujourd'hui d'une audience, parce que finalement vous êtes les plus récents entre guillemets autour de la table. On n'existe même pas. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un site. Donc à partir du moment où souvent on dit il y a un site, ça existe à peu près. Mais aujourd'hui justement, est-ce que l'idée via cette première newsletter, via cette première version du site internet, c'est de tester le projet, d'aller chercher une audience, de fidéliser déjà une première partie?
C'est un peu tout ça. Tester une audience, et ça fait assez peur souvent quand on se lance, on veut un peu que tout soit parfait. Il faut que la ligne soit claire, que les sujets soient bons, que le design soit OK, qu'on soit sûr qu'on ait la bonne couleur, la bonne typo. Et en fait, déjà, c'est pas trop possible et il vaut mieux assumer ça. Et par exemple, cette page d'accueil, je vous le dis, je ne sais pas si vous aimez bien, mais ça ne ressemblera pas à ça, ni le site, ni la revue. Le logo devrait être le même, mais par contre, on est en train d'avancer. Et l'idée, justement, je pense, de se lancer en amont et en fait d'expliquer qu'on est là, c'est de commencer à fidéliser l'audience vers des gens qui, en fait, aiment bien l'idée, ont envie de justement comprendre, découvrir ce monde et grâce à ça, comprendre le monde qui les entoure. Et de leur dire en fait nos doutes, de leur dire où on en est, d'essayer d'avoir des retours aussi, de leur poser des questions, de faire des questionnaires. Et puis de voir en fait ce qui marche ou ce qui ne marche pas et de ne pas avoir peur d'assumer quand on s'est trompé. Voilà, petite anecdote pour la 3e newsletter. On a fait un test, on voulait changer de couleur et changer un petit test technique et ça a fait que la newsletter est partie bugger avec seulement un quart du texte. Plutôt que de juste ne rien dire et rien faire, on en a renvoyé une en précisant erratum, mais dès l'intro, dire vous avez sûrement reçu une newsletter étrangement colorée, toutes nos excuses, c'était un test technique, ça n'a pas marché, voici la bonne newsletter. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le taux d'ouverture de cette newsletter était plus important que la précédente. Et en fait, ça s'explique parce que souvent, les gens, ils reçoivent, je sais pas, je pense que vous recevez beaucoup de mails et notamment de newsletters. Il y en a certaines que vous ouvrez systématiquement, d'autres régulièrement, mais ça va aussi un peu dépendre de l'objet, ça va dépendre du moment, etc. Et quand vous avez un objet qui dit erratum ou oups, tout de suite, vous vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils ont fait ça ? Et du coup, vous lisez le contenu. Et ce qui est quand même important, quand on est journaliste, ce qu'on veut, c'est raconter une histoire forte qui soit utile aux gens, mais pour ça, il faut qu'ils la lisent. Et du coup, d'où l'importance du titre et de la manière de mettre en avant et de mettre en scène cette information. Merci Grégory. On va maintenant s'intéresser plus à la notion justement d'organisation et comment on met ça en place, cette innovation, notamment dans un média indépendant. Alix, Média Vivant, il y a eu 10 enquêtes depuis le lancement, 1200 personnes qui sont inscrites à la newsletter. Aujourd'hui, vous êtes à un moment assez clé finalement de votre histoire. Vous lancez une campagne de financement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de pourquoi, alors je veux dire pourquoi cet argent, ça tu vas pouvoir nous le raconter, mais pourquoi la campagne et surtout à quoi va servir en fait cette opération ? Alors, oui, on s'est lancé en novembre, on a réalisé 10 enquêtes et on a fait salle comble tous les mois. Ce qui est, je vous le cache pas, on était assez surprises et surpris à chaque fois parce que à Marseille, ça s'organise différemment. On a appris à aller chercher les gens autrement que via le numérique. L'événement est réel et du coup, pour aller chercher les gens, on va dans la rue et on s'organise dans le réel. On distribue des flyers, on colle des affiches. Voilà, donc ça se passe sur le numérique, mais aussi beaucoup dans la rue. Et c'est ça qui fait que ça marche, parce que c'est ce qu'on a compris. Moi, j'ai bossé 15 ans à Paris. Et en fait, on prend des réflexes où c'est assez facile, sans dénigrer tout ce qui se fait à Paris, mais c'est plus simple, on connaît les réflexes, on fait partie de la cible, on a adopté ces réflexes nous-mêmes dans le quotidien, donc on prend les devants assez simplement. Quand on arrive dans une nouvelle ville, faut tout réapprendre. Quand on monte un média, alors que ça fait 15 ans que je fais ce métier, je réapprends tout aussi. Donc on revoit toutes les bases. Et donc ce que je me suis dit, c'est à l'époque, ils en font encore, mais on organisait des Mediapart Live. Je me suis dit, je vais utiliser les mêmes procédés, je vais organiser des événements Facebook. Or, aujourd'hui, Facebook, qui s'en sert ? Pas grand monde. Mais je pense qu'en fait, les gens gardent l'application pour les événements et la messagerie. Et c'est ce qui a fait que ça marche. C'est la distribution de flyers et les événements Facebook. Bon, ça, c'était le premier point. Et donc, assez rapidement, on voit que la machine prend. On se surprend et on se dit, OK, il faudrait qu'on voit comment on peut accélérer. Un événement est apparu et une belle opportunité. Les 15 ans de Mediapart, ils nous demandent de réaliser une enquête sur scène pour eux à Paris. Mais là, du coup, on refait le procédé inverse. C'est qu'on se dit, donc les gens à Paris ne nous connaissent pas forcément. C'est pas le type d'événement auquel ils sont habitués. Ils vont venir au festival de Mediapart pour Mediapart. Ils ne savent pas forcément qui on est. On fait le test jusqu'à la dernière minute. Quand je vous dis qu'il y avait 10 personnes dans la salle,
on pensait qu'il n'y aurait pas grand monde. Au final, la salle était comble, on a fait 300 personnes. Donc là, on se dit, d'accord. Donc en fait, même en dehors de Marseille, ça marche. Et là, on se réinterroge sans cesse, chaque semaine, et on se dit, on ne veut pas retourner dans ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire parler à nous-mêmes, à notre microcosme, parce que Marseille, depuis le Covid, c'est quand même devenu... c'est comme Nantes, je pense. Tous les Parisiens et Parisiennes se sont déplacés. On s'est dit, nous, ce qui nous ressemble et ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on fait, on le fait bien, on y arrive, c'est génial, mais ce qu'on veut aussi et surtout, c'est aller chercher les personnes les moins informées pour les informer, qu'ils aient accès à cette information et qu'ils s'informent autrement puisque les moyens d'information actuels ne leur conviennent pas. Donc, on a commencé les ateliers d'éducation à l'information. On va en juillet intervenir dans des centres de détention. On a commencé à intervenir dans des lycées, des quartiers nord, à se déplacer dans les quartiers populaires. Et donc, on veut aller plus loin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est combien de personnes nous ont dit « ça a l'air génial ce que vous faites, mais juste, on n'est pas à Marseille, quand est-ce que vous venez nous voir, nous ?» Donc là, on s'est dit « ok, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on accélère. Il y a quelque chose qui se passe, les salles sont pleines tous les mois, maintenant on nous attend ailleurs, il faut qu'on réponde à cette demande, mais ça a un coût. » Et donc, comme on est indépendant, on s'est dit, on a fait un calcul, et on s'est dit, voilà, bon, et ben, pour aller plus loin, pour financer cette deuxième saison ailleurs, en dehors des murs de Marseille, il nous faut 25 000 euros. Voilà, 25 000 euros, c'est financé. Il y a une enquête par mois depuis novembre. Pour se déplacer ailleurs, ça veut dire accélérer au moins à 15-16 enquêtes pour la deuxième saison. Et donc, c'est au moins 6 enquêtes supplémentaires. Et ça, c'est un coût de 25 000 euros. Ce qu'on entend dans les 25 000 euros, c'est la pige. Soit c'est un journaliste ou une journaliste de notre rédaction, soit c'est un média partenaire, soit c'est une journaliste indépendante ou indépendant qu'on paye à la pige. Donc il y a ça. C'est l'information à un coût en soi. Et puis après, il y a la diffusion de cette information. C'est gérer la salle, gérer la communication pour faire venir les gens. C'est payer la captation aussi pour rendre l'info disponible sur le numérique en vidéo et en podcast. C'est gérer les déplacements. Et surtout, dans le fait d'enquêter ailleurs qu'à Marseille, c'est de gérer les déplacements des sources de l'info qu'on fait monter sur scène. Et ça aussi, c'est un coût. Et donc, pour ça, on s'est dit, OK, c'est le moment. On accélère, on va lancer une campagne de financement participative pour lancer cette deuxième saison plus largement partout en France. Voilà. Donc c'est un peu comme une sorte de nouveau test aussi auprès de la communauté. On continue, de toute façon, c'est bien. Il y a bien une chose, moi je viens du pur numérique à la base, j'ai fait que des rédactions numériques. C'est ce qu'on apprend sur le numérique, c'est il faut tester, adapter, retester, réadapter. Et ben dans le réel, en fait, c'est pareil. Donc on continue et puis voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir le projet pour amener l'info là où elle ne va pas, c'est sur ulule.fr. Voilà, j'en profite. Ah bah oui, donc là-dessus, même si sur mediaevent.fr et la campagne a lieu ce mois-ci. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur la notion de test et de vérifier un petit peu ce que dit la communauté et tout d'un coup de avoir un peu le résultat. Justement là-dessus, Marie-Laure, à Alter Echo, tu disais que vous alliez faire un peu le bilan finalement dans 6 mois maintenant. Oui, ça arrive vite. Ça arrive vite. Alors, qu'est-ce que vous allez regarder? Parce que souvent on dit l'innovation, il faut que ça serve aussi quelque chose. Comment vous mesurez ça? Alors, donc, je le redis, c'est une campagne de notoriété pure, mais on regarde quand même les indicateurs pour savoir si elle fonctionne en tant que campagne de notoriété. Donc, plusieurs choses. Quand on s'est lancé, on s'est mis des seuils de taille de communauté. Mais comme c'est très bien dit, en fait, on apprend et on réadapte. Évidemment, on a explosé les seuils de communauté, donc c'est sympa, mais on n'est pas là pour dépasser à 120% ce qu'on s'était fixé de base. Et surtout sur TikTok, ce qui est assez impressionnant, c'est que la taille de la communauté, le nombre d'abonnés n'est pas l'indicateur principal. À chaque fois qu'on poste une vidéo sur TikTok, on remet un peu la balle en jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être un compte avec 500 000 abonnés et malheureusement faire une vidéo à 5 000 vues, et on peut être un petit compte à 50 000 abonnés et la vidéo fait 1 million. C'est ce qui nous est arrivé. Donc on n'avait pas du tout encore la communauté du monde, et puis on voit que tiens, sur tel sujet, parce qu'on a publié un jour avant, parce que Rudy avait fait du très bon travail dans son accroche, parce que l'algorithme. Et donc du coup ça c'est très grisant.
sur la plateforme, mais c'est aussi assez effrayant. C'est que du coup, on a très peu de certitude et ça veut dire qu'il faut tout le temps effectivement vérifier ce qui se passe sur la plateforme, les indicateurs. Donc on regarde plusieurs choses. La première, c'est la taille de la communauté. On travaille par semestre, enfin par trimestre en fait. Donc là, on va atteindre les 100 000 d'ici peu, j'espère. Je ne les fête pas ce week-end là, mais j'espère lundi qu'on y sera, de nombre d'abonnés. Mais il n'y a pas que ça. On regarde évidemment le nombre de vues. En fait, on a un nombre de vues moyen par semaine. Et là, très sincèrement, on se cale tout simplement sur ce que font les gros, hein, puisqu'on a décidé de jouer justement dans la cour des grands. Donc, on regarde le nombre de vues moyennes du Monde, etc., du Parisien. Parce qu'il y a un petit problème avec TikTok, c'est que contrairement aux autres plateformes, en fait, pas tant que ça les autres plateformes non plus, mais on ne dispose pas des chiffres d'audience sur la plateforme en elle-même. Moi, je peux pas savoir en fait si j'ai fait une vidéo avec mon équipe qui est bonne parce que c'est un bon mois dans l'absolu sur TikTok. Les gens sont beaucoup sur TikTok. Et je peux pas savoir si ma vidéo elle a sous-performé parce que c'est un mauvais mois. C'est la boîte noire. Médiamétrie n'est pas reliée. On n'a pas les chiffres comme la CPM pour les sites, les audiences des sites ou la télévision. Donc ça, c'est un peu frustrant. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les autres médias, les contenus types. On apprend en fait avec la plateforme qui elle-même en fait est en train d'évoluer avec le fait que des médias, des comptes comme ça un peu historiques arrivent. Et en troisième indicateur, enfin en dernier indicateur qu'on regarde aussi, qui est important en vidéo dans l'absolu, hein. Là je vous le dis pour TikTok, mais en fait quand on fait de la vidéo, c'est si les gens regardent la vidéo en entier. En fait, quand est-ce qu'ils s'arrêtent, voilà. Et ça, c'est quand même très satisfaisant de voir que sur un réseau où c'est la guerre de l'attention, donc pour ceux qui ont ouvert et refermé TikTok potentiellement ici, on a des vidéos où plus de 27% des gens restent jusqu'au bout, c'est énorme. Vraiment, je vous le dis, c'est voilà. Sur d'autres réseaux, on n'atteint pas ces chiffres-là. Enfin voilà, donc voilà, c'est ça qu'on regarde. Vraiment de la notoriété pure et effectivement, la date arrive bientôt. On s'était dit que d'ici 2 ans après le lancement, on regarderait vraiment là dans le dur, dans notre fichier d'abonnés, donc qui paye un abonnement à Alter Echo, si on a une proportion plus élevée de jeunes. Mais ça, voilà, c'est une analytics qu'on aura plutôt en fin d'année et on en tirera les conséquences. En fait, si on voit qu'on n'a pas plus de jeunes. Et on continuera quand même sur ce réseau-là, parce que ça veut juste dire que 2 ans, c'est un peu tôt. Je pense que le monde, ils ont peut-être regardé un peu plus tard. Enfin voilà, on réfléchira. Et c'est normal que ça ne convertisse pas tout de suite, quoi. Voilà, c'est vraiment... Mais notamment là-dessus, aujourd'hui, comme vous êtes plus sur cette notion de notoriété et de premier étage, entre guillemets, de votre tunnel de conversion, tout à fait. Est-ce que vous faites parfois, alors Rudy ou j'allais dire toi, vous faites parfois des vidéos pour dire, au fait, tout ça, ce qui se passe ici, ça a un abonnement, ça a un coût. Est-ce que vous avez cette démarche, comme par exemple certains médias font, d'expliquer, je vois c'est aussi la média humain, à quoi sert cet argent, pourquoi c'est utile. Est-ce que vous avez ça aujourd'hui déjà ou pas du tout? Alors c'est une très bonne question. Non. Et c'est volontaire. On ne montre ni le magazine, ni on fait ce que moi j'appelle la politique des gros sabots, c'est-à-dire je suis un média, ce qui est normal, hein, et s'il vous plaît, à la fin, avec un gros bouton. Non, sur TikTok, on a décidé de jouer le jeu. Alors peut-être qu'on fait trop les bons élèves de ce point de vue-là, mais moi je suis convaincue que c'est ce qui fait nos scores. On se dit qu'on est là, qu'on a la chance d'avoir réussi à les capter, justement tous ces jeunes et qui nous écoutent. Et on ne leur propose que le contenu que Rudy a donc écrit, filmé, tourné. Et on décide de ne absolument pas un peu nuire en fait à l'expérience utilisateur en lui mettant une espèce d'équivalent publicitaire, enfin autopromo en fait au fait, il y a le site, etc. En fait, sur TikTok, on a un lien, comme on est un compte marque, on a un lien dans notre bio avec notre site. Pour l'instant, on s'en tient là. S'ils veulent faire le parcours et y aller, c'est très bien. Et c'est pareil, ça pour le coup je me suis beaucoup basée, j'ai de la chance que Le Monde, etc., Le Parisien soit lancé dessus quand même un petit peu avant nous, et pour l'instant je vois que c'est ce qui se fait, donc j'ose espérer que bon, c'est la bonne décision, mais c'est une très bonne question. On n'a pas été confronté à ça, il n'y avait pas de problème avec la rédaction, d'envie de « Ah, ce serait bien de mentionner tel article, vous faites pas assez le lien avec le site », absolument pas, vraiment Rudy est maître de ce qu'il écrit, et ça c'est très chouette, j'y tenais d'avoir quelqu'un qui pouvait être libre de ce qu'il écrivait, qui avait une validation évidemment éditoriale, mais qui en tout cas n'aurait pas de carcan de 40 ans d'histoire d'un média qui a été prescrit aux lycéens. Je voulais qu'il puisse... voilà, si demain il me dit... parfois il vient et il n'est pas sûr et il me dit je ne sais pas si je fais quelque chose sur l'Eurovision, est-ce que je trouve un angle économique? Moi, tant que c'est de l'information sérieuse... enfin pas du fait divers, pas quelque chose qui nous retire complètement, qui nous éloigne de l'éditorial, je lui fais confiance. Et du coup, oui, parfois on explique la réforme des retraites avec des coquillettes et des Playmobil. Mais à la fin, moi, tant qu'on explique et que les faits sont là, il n'y a aucun problème, quoi. Mais du coup, effectivement,
on ne fait pas cet exercice-là de rappeler un peu la maison mère, qui on est, le site, le magazine. Et voilà, rien n'est figé, parce qu'effectivement, tout change et on réapprend. Mais pour l'instant, c'est notre stratégie. Donc on fera le point dans 6 mois. Grégory, peut-être juste avant de donner la parole à la salle, s'il y a des questions. Dans Cometa, il y a à la fois des personnes qui viennent déjà du monde des revues papier. Il y a les albums de Reporters sans frontières, il y a des anciens de 21, il y a ID, enfin, il y a plein de projets déjà existants. Comment on lance une revue papier en 2023 ? En 2 minutes, voilà, simple. En 2 minutes, c'est simple, ouais. On essaye déjà faut une ligne éditoriale forte, faut des auteurs forts parce que on est donc une revue, c'est vendu en librairie pour ceux qui ne voient pas, et on est en concurrence avec des livres en fait qui sont en général c'est des auteurs connus qui sont pointus sur un sujet de 200, 300, 400, 500 pages. Nous, ça sera une revue de 200 pages. Plurithématique en fait, avec plusieurs sujets, des reportages, des cartes. Donc il faut essayer de faire quelque chose qui se distingue aussi des autres revues parce qu'il y a pas mal de concurrence. Le parti pris qu'on a essayé encore une fois, c'est de faire découvrir, donc ce côté reportage, d'aller sur place et que ça soit incarné, mais en même temps d'essayer de comprendre, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a un vrai besoin dans cette zone géographique et dans l'ère du temps aujourd'hui de comprendre ce qui se passe et de comprendre cette zone pour comprendre le monde. Donc il y a eu beaucoup de réflexions sur ça. Le côté saisonnalité aussi qui a été une grosse question de comment en fait l'idée c'est qu'une revue c'est un peu comme un bouquin, ça se garde, donc c'est assez important. Et après surtout, je pense qu'il faut, même si c'est un format figé, il faut savoir aussi s'adapter, il faut savoir évoluer. Donc on demande à nos lecteurs, on leur explicite les choses et on essaye d'avoir leur retour. Et je pense que c'est surtout le contenu en fait qui est maître de tout. Et ce que tu disais, c'était assez intéressant sur le fait de ne pas faire de la politique des gros sabots. Et ça me fait juste penser à un point que j'avais eu, parce que je suis en parallèle rédacteur en chef adjoint de ID News, qui est un média suisse de science. Et on a essayé sur les réseaux sociaux d'avoir un focus vraiment contenu. Et on s'est rendu compte, en faisant des tests sur des posts sponsorisés, que sponsoriser un article qui parle d'un de nos reportages, ça faisait beaucoup plus de conversion que de sponsoriser un article qui mettait en avant une offre promotionnelle ou ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est important. Et du coup, l'important, c'est le contenu. Donc, je ne peux pas encore en parler, mais on va avoir un des points principaux, c'était d'avoir des grands auteurs français qui justement sont connus et reconnus et qu'on a envie d'écouter, qui vont nous apporter un point de vue fort, et d'avoir des auteurs de l'Est qui sont beaucoup moins connus, mais qui vont amener une diversité dont on a besoin en fait. Donc d'attirer le lecteur avec quelque chose qu'il connaît et de lui proposer par sérendipité quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il n'aurait jamais été cherché par lui-même. Déjà parce qu'il n'aurait pas pu, parce que ces gens ne sont souvent pas traduits. Donc le contenu et finalement une landing page, donc une première newsletter pour suivre le projet et s'inscrire. Exactement, et donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous pouvez répondre à chaque newsletter pour nous faire des commentaires, nous faire des retours. Il y aura bientôt des événements organisés. On est aussi sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est une petite présence, mais qu'on est en train de développer avec des questions justement. Qu'est-ce qu'on fait ? Merci Grégory. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vois qu'il y a déjà une main qui s'est levée au dernier rang. Vous avez la parole. Bonjour, c'était vraiment intéressant, merci. Je pense que la France, en mars, a banni TikTok pour les fonctionnaires, si je ne m'abuse. Ouais. Est-ce que ça a changé un petit peu vos statistiques? Est-ce que vous avez vu un changement dans vos indicateurs? Alors, je suis très vigilante, évidemment, à tout ce qui concerne bannissement de toute plateforme, globalement. Je suis très déçue aussi de ce qui se passe sur Twitter. Effectivement, c'est une bonne question. Alors non, parce que pour l'instant, ça concerne... Alors, il me semble que ce sont les employés du Parlement européen, pour l'instant, qui ne peuvent pas l'avoir sur leur téléphone professionnel, en plus, donc c'est quand même très précis. Il y a d'ailleurs une députée européenne qui fait des vidéos TikTok, Leila Chaibi, qui en parle et qui, en fait, elle veut continuer à faire ses vidéos. Donc non, nous, ça ne nous concerne pas, parce que notre cible est plutôt jeune, comme j'ai expliqué. Par contre, effectivement, on est vigilant à tout ce qui peut être restriction, et pour des bonnes raisons. Hein. Je comprends, la plateforme prend de l'ampleur. Alors, moi, je ne suis pas pour un bannissement total, évidemment, mais je ne suis pas tout à fait neutre dans cette histoire. Mais par contre, je suis très sensible
sensible à tout ce qui est... en fait, il faut un cadre législatif fort, notamment parce que c'est un public jeune, et donc c'est pas anodin. Mais là, je vois que potentiellement, il y a des mesures plus sur les influenceurs, la publicité, enfin la vente directe, parce que vraiment de produits frauduleux, enfin voilà, là on parle de scores que même nous, on n'atteint pas. 5 millions de vues sur une vidéo pour des produits miracles, voilà, là on touche, on touche la santé, quoi, des personnes qui regardent ça. Mais donc non, nous on n'a pas eu de chute statistique ou autre, rien de tout ça pour l'instant. Voilà. Okay, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il nous reste 1 minute. Ah oui. Sur quels réseaux sociaux vous allez vous positionner, Grégory Siak-Kometa? Alors, je vais vous faire une réponse qui ne sera peut-être pas valable dans 6 mois. L'idée, c'est on s'est posé la question, justement, est-ce que les réseaux sociaux, ça doit être juste une vitrine, ce qui était le cas de beaucoup de revues. Si vous regardez, par exemple, America, qui était un super boulot sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'était des photos de la revue posée sur une table en bois et de beaux designs de citations, en fait. Donc, c'était vraiment juste... En réalité, le réseau était uniquement suivi par des gens qui connaissaient America ou qui connaissaient des gens qui connaissaient America. Donc ça, c'est la première option qui coûte pas très cher et qui permet juste de faire une vitrine et puis surtout, tous les 3 mois, de mettre en avant, alors, il y a un nouveau numéro pour être sûr que les gens qui connaissent l'univers Kometa vont nous acheter. L'autre possibilité, c'est d'aller sur quelque chose d'un peu plus... faire de l'acquisition et surtout de la notoriété, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sur lesquels on peut vraiment obtenir des scores très très importants, alors évidemment il y a LinkedIn ou Twitter où on peut aller sur des publics professionnels, on peut créer du lien, donc ça on va le faire, c'est sûr, mais la question c'est est-ce qu'on va sur Instagram et sur TikTok avec des formats vraiment adaptés? Parce que je pense que tu as raison, si on veut que ça marche, il faut être adapté, il faut faire du contenu, il ne faut pas juste dire, regardez, on est un super média, allez sur notre site web, parce que le principe de ces plateformes, c'est de garder l'utilisateur. Il ne faut pas qu'il puisse sortir, ou peu en tout cas. Voilà, il est un peu emprisonné. Et du coup, ça a fait que... moi, avant, j'ai travaillé 10 ans au HuffPost, et alors que le HuffPost était très fort sur les réseaux sociaux, on a mis du temps à aller sur Instagram, sur TikTok, donc j'avais fait ces nouveaux formats, et on se demandait comment on fait pour le faire sortir. Et en réalité, ce qu'il faut, c'est de se dire, justement, non, on ne va pas le faire sortir. Donc si on va... ce vers quoi on se dirige, c'est d'aller sur Instagram et TikTok avec des formats qu'il faut inventer, qui touchent ce public, mais avec le niveau d'exigence d'une revue de journalisme littéraire. Donc il faut trouver le bon ton. Ça ne peut pas être un ton, le ton classique des vidéos TikTok, mais on va essayer de trouver un ton parlé, par exemple. Et il faut se dire que là, on va tomber sur des cibles qui ne sont peut-être pas les gens qui vont acheter la revue, parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'en plus, une revue, c'est quand même quelque chose qui est un peu cher. C'est comme un livre qui n'est pas poche, c'est quand même une vingtaine d'euros. Mais c'est des gens qui vont en parler sur les réseaux sociaux, qui vont en parler autour d'eux. Et le principe, c'est que derrière, la connaissance de cette personne qui nous suit et qui nous a partagé, parce qu'elle aime nos vidéos sur Instagram, à un moment, elle va en librairie et elle voit sur la devanture Kometa, et elle se dit « Ah, j'ai déjà entendu parler, je vais regarder, j'ouvre Kometa, et là, je me rends compte que c'est encore mieux. » Et là, je l'achète, en fait. Donc ça serait cette stratégie. Mais encore une fois, il va falloir tester, il va falloir voir si ça marche, si c'est efficace, si ça coûte pas trop cher, parce que ça demande à faire des contenus spécifiques, parce que même si on peut faire une vidéo sur TikTok et sur Instagram, c'est pas exactement le même public, c'est pas les mêmes, la même manière de faire, c'est pas les mêmes tendances. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, est-ce qu'il faut choisir et focus? Donc là, c'est justement des questions qu'on se pose. Merci Grégory, merci à tous les trois. On doit terminer cette conférence, mais bien sûr, je vous invite à échanger après avec nos intervenantes, à aller surtout regarder Média Vivant, Kometa et Alter Echo. Et surtout, si ces questions, ces sujets vous intéressent, nous, avec Médiane, on a tous les 15 jours une newsletter gratuite où on partage en fait des bonnes pratiques, des idées, et on parle de médias indépendants engagés. Donc, c'est sur mediane.org. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous écrire à bonjour@mediane.org. Merci beaucoup et je vous invite surtout à rester. Il y a plein de conférences passionnantes. Merci à vous. Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion.